Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être parmi nous en ce jour. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous expliquer au cours de 45 minutes notre offre Un User Computing chez AWS et illustré par un exemple pratique qui est comment la société Orisha, qui nous fait l'honneur d'être présente parmi nous ce jour, a modernisé son ERP avec l'utilisation d'Amazon AppStream 2.0. Donc nous parlerons avec Thomas Sagasp, notre architecte Un User Computing, et M. Sébastien Blanchard, qui est le directeur recherche et développement du groupe Orisha Construction. Donc sans doute le savez-vous, depuis la Covid-19 et puis en attendant les Jeux Olympiques de juillet-août, où il y aura également un petit peu de télétravail, on a remarqué que de plus en plus d'emplois sont tenus par des sous-traitants. Grosso modo, 20% de nos salariés aujourd'hui sont des sous-traitants, co-traitants et indépendants. Dans la presse, vous avez pu lire que à peu près 4 entreprises sur 5 sont susceptibles de connaître soit une fusion-acquisition, soit des scissions, soit des spin-offs. On l'a vu récemment en France, au niveau du CAC 40, mais au niveau de nombreuses entreprises de l'Hexagone. Et enfin, comme je le disais, de plus en plus d'utilisateurs travaillent à distance au moins un jour par semaine, et pas uniquement lors de la Covid ou lors des prochains Jeux Olympiques qui auront lieu dans quelques semaines. Donc, face à cette transformation du monde du travail, nous, chez AWS, on a développé depuis une dizaine d'années une offre qu'on appelle Un User Computing, qui répond à cette transformation du monde du travail et qui s'articule autour de plusieurs cas d'usage, dont on va illustrer un cas d'usage aujourd'hui avec M. Blanchard et le groupe Orisha. Donc, un des premiers cas d'usage est donc le travail à distance ou flexible pour les sous-traitants, co-traitants et employés. On l'a vu tout à l'heure avec le cas d'Airbus à 13h30, pour ceux qui ont la chance d'y assister. Il y a aussi en France beaucoup de centres d'appel, de centres de BPO. Donc, il y a l'optimisation des centres d'appel, du business process outsourcing. Il y a aussi la possibilité de réduire les coûts de calcul graphique des ingénieurs en R&D, design, des conceptions diverses dans la CAO, CFAO, le PLM, depuis les marques de luxe, en passant par l'aéronautique ou l'automobile. Je le disais également, ces solutions permettent de simplifier l'intégration, pas uniquement lors d'une fusion-acquisition, mais aussi lors d'une scission, d'une spin-off. Ces solutions, notamment dans le monde Linux, Ubuntu, permettent d'accélérer les cycles de développement et de test. Et enfin, on le verra aujourd'hui, ces solutions permettent de migrer ou d'accélérer ou de maximiser la migration d'applications Windows vers AWS en mode SaaS, bref, de SaaSifier nos applications. Alors, face à cela, nous vous proposons différentes solutions. Alors, les années précédentes, on parlait des offres Amazon Workspaces, Amazon AppStream 2.0. Cette année, on a essayé d'innover en présentant les solutions à travers les besoins qui correspondent à ces solutions. Donc, vous avez d'un côté les services de bureau virtuel Desktop as a Service et d'autre tout ce qui est streaming applicatif qu'on va aborder tout à l'heure avec le groupe Orisha. Alors, plus précisément, au niveau des bureaux virtuels, vous aurez donc le bureau virtuel persistant dorénavant et le non persistant, lesquels correspondent à la solution Workspace ou AppStream. Vous avez un navigateur sécurisé à faible coût Google Chrome pour accéder à des sites intranet ou des applications de type SaaS qui est Amazon Workspaces Web. L'année dernière, on vous a annoncé l'offre Workspaces Core, qui est une API pour des infra VDI par des revendeurs tiers VDI de type Citrix, VMware, Workspot, Leostream ou autres. Et enfin, mon collègue Thomas vous le présentera dans quelques instants, nous ne faisons pas que du logiciel, on fait un petit peu de matériel maintenant. On a annoncé depuis le mois de février pour la France donc un client léger qu'on appelle un Amazon Thin Client, qui est un cube d'une arrêt de 3 pouces, donc de 10 cm, qui est un client léger pour simplifier l'accès aux services ci-dessus. Donc, bureau virtuel persistant, non persistant et navigateur sécurisé via ce client léger accessible à travers notre maison mère Amazon ou Amazon Business. Alors, qu'est-ce qui différencie notre offre de ce que vous connaissez déjà? S'il n'y a qu'une seule expression à retenir, c'est que notre service est vraiment complètement géré. Par rapport à une offre on-premises, des offres hybrides, certains s'y intéressent encore, nos offres, qu'elles soient Workspace, AppStream ou Workspaces Web, voire même l'offre Workspaces Core, tout est géré par AWS, depuis les serveurs physiques jusqu'à l'administration de l'infra VDI. Vous n'avez qu'à gérer que la gestion des images et les règles des services annuaires. Et comme le rappelle Thomas, bien sûr, il n'y a pas de gestion d'images pour Workspaces Web, qui est un navigateur Google Chrome sécurisé. Mais tout le reste est géré. Donc, c'est une offre, un user computing, qui est vraiment complètement gérée. C'est vraiment ce diagramme qui synthétise vraiment notre offre AWS et le pourquoi d'AWS dans le monde du un-user computing. Donc, une autre manière de résumer la chose est qu'en fait, on offre une solution pour
les 4 besoins différents. Au pas de Workspace, Workspaces Web ou Amazon AppStream en mode View et Desktop Application View, on peut dire qu'on vous offre un poste dédié pour chaque utilisateur, pour ce que vous savez, ou un poste standardisé et réinitialisé chaque jour. Donc il y a 2 possibilités. Sinon, de manière plus simple, un simple navigateur sécurisé Google Chrome, car c'est un standard du marché. Et enfin, l'accès simplement à des applications via AppStream en mode portail. Donc on répond de cette manière à différents besoins via une solution. Et bien sûr, maintenant, notre poste de travail, notre client léger, le Thin Client. Alors, cela, bien sûr, s'appuie sur le Job Zero d'AWS, qui est humblement la priorité à la sécurité, qui est pour vous toutes et vous tous de protéger les entreprises. Donc, on a un protocole sécurisé de contrôle à distance, qui est de plus en plus le protocole NICE-DCV. On a le PC over IP, mais de plus en plus, on DCVise, entre guillemets, nos solutions. C'est-à-dire qu'aucune donnée de l'application ne touche le point de terminaison. Vous avez toujours le contrôle de protection des données. On restreint pendant le copier-coller, l'impression, les téléchargements. On a fait beaucoup d'améliorations ces dernières années au niveau de l'authentification forte, avec différents types de certificats, avec les fournisseurs d'identité, l'authentification multifacteur, pour aller plus vite, pour éviter les duplications de prompts et autres. Et tout cela, toujours dans un réseau privé sécurisé. La fiabilité s'améliore de plus en plus. L'an passé, on vous parlait d'un fonctionnement avec un SLA mensuel de 99,9%. Aujourd'hui, on peut même atteindre 4 chiffres, donc 99,99%. Comme tous nos services, vous avez plusieurs zones de disponibilité par région. On a développé également des offres de multi-region resilience depuis 2 ans pour ces différentes offres. Notre présence mondiale permet une reprise après un sinistre plus facilement. Et on a toujours un assez bon équilibre automatique de la charge qui permet vraiment d'avoir une fiabilité qui s'améliore au fil des années. Et bien sûr, c'est un sujet qui vous préoccupe tous les jours, c'est l'optimisation des coûts. Donc vous le savez, mais je le rappelle quand même pour les nouveaux venus, il n'y a pas de licence complexe. Et à cet égard, je tiens à vous rappeler que depuis le 1er août 2023, donc l'offre Workspaces est la seule à avoir la possibilité d'utiliser les licences Microsoft 365. Donc maintenant, depuis 9 mois, vous pouvez utiliser en Bring Your Own License les offres Microsoft 365 avec Amazon Workspaces. Vous n'avez aucun contrat de long terme, donc vous pouvez payer pour ce que vous utilisez au mois, à l'heure, voire à la seconde pour des licences Linux. Donc par exemple, si vous avez des collaborateurs qui veulent télétravailler pendant les Jeux Olympiques pour quelques jours, ils pourront utiliser Workspace ou AppStream pendant le temps que les Jeux aient lieu et puis ensuite éventuellement ne point utiliser nos solutions. Enfin, donc, ces solutions sont déployées par près de 105 000 clients dans le monde. Et avec Thomas, donc, on s'intéresse à toutes les sociétés de tous ordres. Donc, on n'est pas spécialisé sur telle ou telle verticale, mais on gère toutes les industries, tout type de clients, secteur public, secteur privé. Donc, il y a 2 ans, nous avions fait une prestation avec le groupe Dalkia. L'année dernière, avec le groupe Engie, qui nous fait l'honneur d'être présent parmi nous. Et donc, aujourd'hui, on va changer, on va travailler avec le groupe Orisha Construction et voir comment justement Orisha a pu moderniser son ERP avec l'utilisation d'AppStream 2.0. Encore une fois, on vous remercie pour votre soutien. On améliore notre solution progressivement. Et sur ces paroles, je vais transmettre le micro à Thomas, qui vous présentera un peu plus en détail l'offre Workspace et AppStream. Merci Laurent. Prenons quelques minutes pour imaginer 5 scénarios différents. Sur ces 5 scénarios, on va commencer par se focaliser sur l'utilisateur. Vous avez des utilisateurs, ils ont leurs besoins. Ici, avec l'offre Workspace, vous allez pouvoir proposer à vos utilisateurs un Workspace. Donc c'est un bureau virtuel où l'utilisateur va avoir accès à un bureau entier, où on va pouvoir accéder au menu démarrer, aux différentes applications qui sont installées sur cette image. Et l'administrateur va avoir plusieurs options en termes de système d'exploitation. On va pouvoir avoir du serveur OS ou du Windows 10, Windows 11 en amenant les propres licences Windows 10, Windows 11. Ou aussi de l'Ubuntu ou de l'Amazon Linux. Et sur ce bureau persistant, on est sur un service qui est managé. Donc comme on peut le voir ici au niveau de l'architecture, on est sur un VPC ici en haut qui est managé par AWS. C'est-à-dire que ce sont des instances EC2 derrière qui sont gérées par l'équipe AWS End User Computing. Et au niveau de votre compte AWS, vous avez bien évidemment la possibilité d'accéder aux données de votre compte AWS par le biais d'une interface réseau qui est
attaché au niveau du workspace. Donc le workspace, on est sur un environnement persistant, c'est-à-dire que vous allez offrir ici à l'utilisateur un bureau qu'il va retrouver tous les jours. De la même façon dont vous offrez un laptop à vos utilisateurs, ici vous allez leur offrir un environnement virtuel qui va être persistant, avec une relation un utilisateur, une instance liée à ce qu'on voit ici aussi sur la partie Directory Service, qui est bien évidemment un Active Directory. Donc on va, en utilisant l'API ou la console AWS, venir créer un workspace, l'assigner à un utilisateur, et ensuite ce workspace aura une carte réseau, une ENI, Elastic Network Interface, qui va être rattachée à votre VPC, par le biais duquel vous aurez donc accès à vos serveurs de fichiers, à votre base de données ou aux autres services AWS que vous pouvez avoir dans ce compte AWS. Au niveau de l'utilisateur, et ce que précisait Laurent au niveau de la sécurité, c'est que l'utilisateur ici à gauche va se connecter depuis soit le navigateur HTML5, donc Chrome, Firefox, ou depuis le client natif Windows ou macOS sur Workspace, pour accéder via le protocole de déport d'affichage DCV sur l'instance Workspace qui va être disponible. Alors sur Workspace, on a la possibilité d'utiliser deux protocoles, soit le PC over IP, soit le WSP, mais le protocole WSP est aussi basé sur DCV, donc le joli mot inventé par Laurent tout à l'heure sur l'aspect de DCViser ou nos solutions vient de là. Donc ici sur ce diagramme, ce qui manque, c'est simplement si vous avez aujourd'hui un Active Directory on-prem et que vous avez une connexion VPN ou Direct Connect sur votre VPC, sur votre compte AWS, vous aurez la possibilité bien sûr que votre Directory Service se connecte sur votre AD s'il est on-prem, ou bien que vos workspaces et vos utilisateurs qui se connectent sur leur workspace puissent accéder à leurs données on-prem. Donc ici, sur ce premier cas dont on discute, on est sur vraiment une vue bureau entière. Donc on peut, pour certains besoins, la logique de nos offres end-user computing, elle se base sur cette même logique, que ce soit Workspace, Upstream, Workspaces Web. Sur un deuxième cas d'usage qu'on peut imaginer, on va être sur le fait que nos utilisateurs n'ont pas besoin d'un bureau virtuel entier, mais ils ont uniquement besoin d'un navigateur. Donc l'idée est la même, on a l'utilisateur ici à gauche, mais plutôt que se connecter sur un workspace dédié, il va se connecter sur une instance sur laquelle uniquement le navigateur Chrome est installé. Sur cette offre Workspaces Web, on est sur une offre qui est complètement gérée, plus particulièrement au niveau de l'image, parce que vous ne pouvez pas gérer l'image qui va être utilisée sur Workspaces Web. On vous donne juste l'accès à un navigateur Chrome. Donc vous allez avoir une possibilité de choisir des policies JSON pour les intégrer. Donc là, vous voyez ici, on peut imaginer qu'avant d'accéder à cette page, donc je suis sur mon navigateur Chrome et j'ai lancé ma session Workspaces Web en m'authentifiant auprès de mon fournisseur d'identité et je me retrouve automatiquement dans un navigateur intégré dans mon navigateur. Alors vous allez me dire, très bien, mais quel est l'intérêt ? La différence va être que en étant dans ce navigateur intégré dans mon navigateur local de ma machine, je vais maintenant être je vais avoir la possibilité maintenant d'accéder à toutes les données de mon VPC, accessibles via HTTP, donc toutes les URL internes comme les applications SaaS qui peuvent être utilisées et hébergées uniquement en interne, uniquement accessibles en interne. L'offre Workspaces Web permet d'accéder à ces offres, à ces liens URL internes via le navigateur sans avoir à passer par un VPN sur une machine locale pour se retrouver dans le réseau de l'entreprise. Donc ça permet de faciliter cette gestion-là. Et l'offre Workspaces Web, étant donné que c'est une offre managée, on va avoir quelques fonctionnalités qui vont être présentes pour faire par exemple du filtering d'URL, ou alors on a aussi lancé cette nouvelle feature qui est la synchronisation des cookies locaux. Donc ça, c'est une feature qui est importante, qui veut dire que lorsque on s'authentifie par exemple avec Okta sur son navigateur local, quand je vais ensuite me retrouver dans le navigateur du Workspaces Web, si je me connecte de nouveau sur le portail Okta, je vais pouvoir dire que je veux réutiliser le cookie de la partie Okta de ma machine locale et l'avoir dans le Workspaces Web, donc l'utilisateur n'aura pas de nouveau à réintégrer ses identifiants. L'autre avantage de Workspaces Web, c'est que comparé à nos offres
AppStream, on n'a pas besoin de gérer le scaling, on n'a pas besoin de connaître le nombre d'utilisateurs que l'on va avoir. C'est complètement géré et transparent par AWS, donc c'est simplement un coût de 7 $ par utilisateur. Une fois qu'un utilisateur se connecte, pour le mois, il y a une facturation de 7 $ qui est faite. Donc, ce sont les deux premiers cas d'usage sur Workspace et sur Workspaces Web. Vous pouvez être dans une situation où vous avez, en tant que administrateur ou en tant que responsable d'une infrastructure VDI, vous avez déjà investi sur une solution propriétaire, une de ces trois-là, VMware Horizon, Workspot, Citrix. Vous avez fait de l'investissement sur ces solutions-là et vous avez un cas d'usage très précis qui est de fournir des sessions Windows 10, Windows 11 persistantes. Avec l'offre Workspaces Core, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert nos API Workspaces pour que des partenaires VDI, donc ces trois-là, puissent, depuis leur plateforme, venir intégrer nos API directement dans leur service. Donc ça veut dire que, je prends l'exemple de Citrix DAS, donc Desktop as a Service, l'offre Citrix Cloud. Depuis l'offre Citrix Cloud, vous pouvez venir créer un Workspaces qui va être créé et managé du coup par le service Workspace. Par contre, la couche du protocole, on continue à utiliser le protocole ICA de Citrix, on continue à utiliser tout ce que vous connaissez, tout ce que vous avez investi potentiellement sur Citrix. Donc l'offre Workspaces Core vient répondre à ce cas d'usage-là, pour répondre soit aux besoins capacitifs, soit de maintenir des investissements déjà réalisés. Une grande nouveauté qui a été annoncée à re:Invent cette année, je peux même vous montrer du coup en réel ce que ça donne. Alors vous allez me dire oui, c'est juste une Fire TV Cube. C'est vrai, c'est un produit qui a été reconditionné, donc je pourrais vous le montrer plus en détail tout à l'heure. Donc produit qui a été reconditionné où la seule chose qu'il est possible de faire sur ce device, c'est quand vous le branchez, ça va simplement vous demander sur quel réseau vous voulez vous connecter, quel réseau Wi-Fi, ou si vous le branchez en Ethernet, ça fonctionne directement. Et ensuite, vous lui donnez un code d'activation et directement, vous pourrez accéder à Workspace, Workspaces Web ou AppStream. C'est un device qui ne permet que de se connecter à une offre End-User Computing AWS. Donc, l'objectif derrière ce device, c'était de proposer un device à un bas coût pour être envoyé directement depuis la plateforme Amazon, et surtout un device qui est prêt en quelques minutes et qui peut être aussi décommissionné en quelques minutes. Parce que depuis la console AWS, il y a un nouveau service du coup dans la console AWS, Workspaces Team Client, sur lequel vous allez dire tel device, donc ce device-là il a un ID, et je veux qu'il accède à tel type de workspace ou à tel environnement AppStream. Et si vous décidez ensuite que ce device ne doit plus se connecter, vous pouvez désactiver le device et faire que le device ne peut plus réaccéder à l'environnement Workspace, Workspaces Web ou AppStream. Enfin, vous pouvez avoir un autre cas d'usage qui est celui d'avoir un besoin qui ne va pas amener de persistance. C'est-à-dire que vous voulez avoir vos utilisateurs qui accèdent tous les jours à un bureau standard ou une application standard. Alors quand je dis standard, c'est que vous voulez rester maître en tant qu'administrateur de l'image, vous voulez rester maître des applications qui sont installées et vous ne voulez pas donner le droit administrateur à vos utilisateurs. Donc là, l'idée avec AppStream, c'est on va avoir une notion de flotte. Donc une flotte, ça va être un ensemble d'instances. Vous allez avoir N instances qui vont être disponibles dans la flotte et qui, chacune de ces instances, vont encore avoir sur le même concept de workspace une carte réseau qui va être une ENI qui va être attachée à votre VPC pour pouvoir accéder à des ressources de votre environnement. Et c'est une solution qui est intéressante du fait que, vu que traditionnellement, on est sur une relation toujours un utilisateur, une instance. Donc un utilisateur va accéder à une instance de cette flotte. Mais vu que c'est une image qui est poussée sur chacune de ces instances, on va pouvoir faire de la mise à l'échelle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, le matin, j'ai besoin de 100 instances, le soir, j'ai besoin que de 2 instances, juste au cas où quelqu'un se connecte. Mais on peut du coup avoir une maîtrise des coûts et avoir une maîtrise de l'utilisation en gérant la taille de cette flotte.
Donc j'en ai terminé avec la partie upstream, ce qui me permet de faire une transition pour Sébastien qui va vous présenter un cas d'usage sur la partie upstream. Merci Thomas. Donc je suis Sébastien Blanchard, je suis responsable R&D chez Orisha Construction et je vais vous présenter le projet que nous avons mené autour d'Upstream 2.0, projet qu'on a initié en début 2023. Petite présentation très rapide, Orisha c'est un groupe d'éditeurs de logiciels B2B qui figure parmi les leaders européens sur son marché et qui adresse les entreprises de différents secteurs, que ce soit le retail, l'immobilier, la santé et la construction. Donc pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va parler plutôt de la partie construction. Donc chez Orisha Construction, nous éditons un ERP qui s'appelle Onaya. C'est une solution verticalisée qui est destinée aux entreprises de la construction, bâtiments, travaux publics. On adresse à peu près toutes les entreprises du secteur, que ce soit des entreprises du gros œuvre, des travaux publics ou des corps d'état secondaires, de la plomberie, chauffagiste, électricien, etc. Pour illustrer un petit peu l'utilisation de l'ERP Onaya, je vais prendre un exemple très simple. On peut imaginer une collectivité locale qui publie un appel d'offres pour la construction d'un centre hospitalier, par exemple. L'ERP Onaya va permettre aux entreprises, dans un premier temps, de répondre à cet appel d'offres. Donc la réponse à l'appel d'offres, ça consiste à chiffrer de manière assez détaillée la construction du centre hospitalier, en l'occurrence, de calculer les coûts prévisionnels de cette construction, d'appliquer des coefficients pour la vente, et donc essayer de faire un petit peu de marge au passage. Et à travers de l'ERP Onaya, donc nos clients vont pouvoir répondre à cet appel d'offres. Dans un deuxième temps, s'ils ont remporté l'appel d'offres, ils vont passer en phase de réalisation, construction, réalisation du chantier. Donc l'ERP Onaya ici va s'adresser un peu plus aux équipes travaux, conducteurs de travaux, etc., qui vont piloter leur chantier dans un souci de maîtrise des budgets, maîtrise des coûts, maîtrise des dépenses, jusqu'à la gestion plus administrative, de la facturation, de la partie un peu RH, et bien évidemment du reporting pour les directions. Donc nous adressons aussi bien aux PME qu'aux grands groupes. En début 2024, nous avons à peu près 1400 clients pour 15 000 utilisateurs, et on estime à peu près 100 000 chantiers qui sont gérés tous les ans grâce à l'ERP Onaya. Donc un tout petit peu d'historique, de présentation de cette ERP Onaya, pardon. C'est un logiciel, un client serveur qui tourne sous environnement Windows, donc un client lourd, et qui donc historiquement a été déployé on-premise chez nos clients depuis plus de 20 ans. Donc on dépend toujours de l'infrastructure qui est mise à dispo par nos clients. On leur donne des prérequis techniques qui sont censés respecter, et puis on déploie l'ERP sur cette infrastructure. Donc nos clients n'ont même pas toujours la capacité à gérer leur infrastructure, et on dépend aussi assez souvent de prestataires extérieurs. Donc on se retrouvait, on va dire, on va parler un petit peu au passé, avec un parc client très hétérogène en termes d'infrastructure. Certains font évoluer leurs infrastructures plus ou moins vite, et d'autres restent sur des infrastructures qui commencent à vieillir. Et également une hétérogénéité dans la partie logicielle et les versions de l'ERP qui sont déployées chez nos clients, puisque le rythme de déploiement des mises à jour n'était pas toujours maîtrisé, et donc certains clients, à partir du moment où l'ERP rendait son service, sont restés dans des versions qui datent d'il y a 2, 3, 4, 5, 6 ans, voire plus. Donc du coup, le délai de déploiement des patchs ou des mises à jour qui sont produits côté R&D n'est pas maîtrisé. Une fois qu'on a livré, on ne sait jamais exactement quand sera déployée une nouvelle version chez nos clients. Et enfin, un point important, donc c'est un ERP, de par son historique, qui n'est pas multi-tenant. Donc début 2023, l'idée c'était de se dire, on va essayer de trouver une manière de proposer une nouvelle offre complémentaire dans notre catalogue, une offre SaaS clé en main pour nos clients qui faciliterait nos déploiements, et nos clients seraient satisfaits d'avoir une solution clé en main. Dans la stratégie, on s'était dit qu'on allait commencer par proposer cette solution aux nouveaux clients dans un premier temps, regarder un peu comment ça se passe, et après établir un plan de migration de tout le parc client existant. Finalement, ça a été même presque plus rapide que prévu, puisque au bout de 2 mois, on commençait déjà à migrer certains clients, et finalement,
on adresse maintenant l'ensemble de nos clients. Donc, pourquoi nous avons choisi de travailler avec AWS? À très court terme, l'idée c'était de standardiser et d'industrialiser vraiment le déploiement de l'ERP. Donc à partir du moment où on avait défini, conçu une architecture et une infrastructure qu'on maîtrisait, adaptée à l'ERP, on savait qu'on allait gagner en fiabilité. La partie plutôt du front-end, donc avec Upstream 2.0, qui nous permet de mettre à l'échelle automatiquement les flottes, donc la capacité finalement à onboarder des nouveaux utilisateurs ou des nouveaux clients. Et enfin, la possibilité de maîtriser le déploiement de nos patchs correctifs ou des nouvelles versions et de garantir à nos clients qu'ils étaient toujours sur la dernière version de l'ERP. Donc ce projet s'est traduit par un lift and shift rapide. Le but, c'était d'aller au plus vite sous forme d'un lift and shift. Il s'est déroulé sur 5 mois environ, entre le choix de la solution et sa commercialisation. Et en termes d'adaptation produit, on a fait le strict minimum. Il n'y en a pas eu besoin d'en faire beaucoup. Ça s'est résumé à moins de 10 jours. À un peu plus long terme, maintenant qu'on sait qu'on aura un peu moins de problématiques sur la partie déploiement de cet ERP, mais on va pouvoir se concentrer un peu plus sur la modernisation fonctionnelle de l'application, intégrer des nouveautés et puis bénéficier de tous les services complémentaires d'AWS, maintenant qu'on est implanté sur le cloud. Un petit focus sur l'architecture, comment on a déployé tout ça. Alors, cette architecture, elle s'articule autour de 2 VPC pour des raisons de sécurisation. On a séparé une partie back-end et une partie front-end. Côté back-end, on va retrouver le côté mono-tenant de l'ERP. Vous voyez sur la partie droite des instances EC2, Onaya Server. En réalité, on a ici une par client, une par tenant, qui s'appuie donc sur des volumes EBS pour la partie stockage. Ça, c'est la partie back-end, et la partie front-end, donc, qui va être confiée à Upstream dans un VPC séparé. Bien évidemment, ces 2 VPC sont capables de communiquer. On a mis en place le peering. Dans les éléments importants de l'architecture, ce qu'il faut noter tout de suite, et je vais m'attarder un petit peu plus après dessus, c'est la présence d'un AWS Managed AD, donc un Active Directory, qui est un peu le nœud central dans l'architecture et la sécurisation de l'accès à l'ERP, et l'utilisation de la brique IAM Identity Center qui nous sert de point d'entrée pour nos utilisateurs finaux. De manière un peu plus anecdotique, on s'appuie sur les services AWS Backup pour toute la partie sauvegarde, snapshot de ces instances EC2. Et puis pour nos usages internes, on a monté un VPN site-to-site pour pouvoir faire un peu d'administration pour que l'ensemble de nos collaborateurs puissent accéder facilement à ces ressources du VPC qui sont dans le VPC backend. Donc je fais un petit focus rapide sur la partie Active Directory qui reste un nœud central pour nous dans l'architecture, puisqu'en fait ce Managed AD il va nous permettre d'une part de gérer l'authentification des utilisateurs. Donc en fait le service IAM Identity Center qui propose le portail d'authentification s'appuie sur ce Managed AD et transmet cette authentification une fois qu'elle est réussie au service Upstream pour que l'utilisateur puisse accéder donc à son instance sur laquelle il va retrouver les outils et donc le RP Onaya. Côté back-end, on s'appuie également fortement sur ce Managed AD pour la partie sécurisation des instances EC2. La notion de groupe de sécurité a été assez poussée pour garantir une bonne sécurité des données. Et donc l'ensemble finalement de ces instances, que ce soit les instances de la flotte Upstream ou les instances côté back-end, sont toutes reliées à un même domaine. Fonctionnement un petit peu, pour décrire un petit peu le fonctionnement d'Upstream. Donc, parce que c'est grâce à ce service qu'on a pu industrialiser pas mal de choses. Upstream, donc, ça part comme le disait Thomas tout à l'heure, d'une image. On va générer une image, donc nous on a un ERP, dans la dernière version, c'est la version N. On crée une image sur laquelle on installe finalement le client applicatif. Ce client applicatif, il est déployé sur une image, et donc on va se servir de cette image pour une flotte. Cette flotte
est mise à dispo des utilisateurs au travers d'une stack. Donc là, c'est qu'on a une petite couche complémentaire avec quelques réglages spécifiques. Et donc les accès finalement à une partie cliente de l'ERP Onaya se font sur une stack, laquelle est liée directement à un groupe de sécurité Active Directory. Donc en fait, l'ensemble des utilisateurs appartenant à un groupe de sécurité, ici dénommé X, ont accès à une image upstream, à une instance pardon, de la flotte upstream sur laquelle il y a une image de l'ERP dans une version N. Et comme régulièrement on enrichit cette ERP, alors chez nous c'est des versions majeures, on en a à peu près 2 par an, et bien, le jour où on prépare une nouvelle version, le simple travail à faire, c'est de générer une nouvelle image. Donc on va mettre à jour finalement la partie de l'ERP dans cette version N+1. On va publier cette image sur une deuxième flotte qui elle-même, au travers de la stack, est associée à un deuxième groupe de sécurité de l'Active Directory. Et la bascule finalement des utilisateurs va se faire en toute transparence pour eux. Le jour où on décide de les migrer, il suffit de les déplacer d'un groupe de sécurité X à un groupe de sécurité Y pour qu'ils bénéficient de la nouvelle version de l'ERP. Tout ça à chaud, sans interruption de service. Pour eux, c'est totalement transparent. Grâce à AWS, on peut se dire qu'on a aussi gagné beaucoup en efficacité en automatisant un certain nombre de tâches. Tout d'abord, on s'appuie sur Terraform pour faire de l'infrastructure par code. Donc tout le déploiement, l'onboarding d'un nouveau client est automatisé par du script Terraform. Le service AWS System Manager qui nous permet de gérer toute la partie patching. Alors patching à 2 niveaux, ça va être le patching système, parce qu'on est sous environnement Windows avec des patchs réguliers à appliquer pour garantir qu'on a des instances qui sont à un bon niveau de sécurité. Donc ce service System Manager va nous permettre de déployer rapidement sur l'ensemble des instances les patchs système, mais également les patchs applicatifs. Le jour où on a un patch pour une correction ou une évolution mineure, on va pouvoir publier ce patch grâce à AWS System Manager. Tout à l'heure, Thomas parlait un peu de mise à l'échelle. C'est le gros intérêt que nous on a trouvé sur Upstream 2.0, c'est la mise à l'échelle de ces flottes, puisqu'en fait nos utilisateurs ont un usage pas forcément régulier de l'ERP. On adresse essentiellement des utilisateurs qui sont dans des bureaux, donc c'est vrai que l'utilisation est plus intensive en journée que le reste du temps. Et donc on a pu automatiser la mise à l'échelle de ces flottes upstream. On s'appuie ici on a utilisé le WS CLI, mais qui automatiquement vient mettre à jour les règles d'autoscaling pour que, en fonction des périodes de la journée, en fonction de la nuit, des périodes de week-end, etc., le nombre d'instances provisionnées soit toujours le plus adapté possible par rapport à l'utilisation de nos clients. Et pour finir, alors ça c'est en lien directement avec l'Active Directory, et finalement tout à l'heure je disais qu'on avait un ERP qui n'était pas multi-tenant. On a abouti à une solution hybride finalement. Côté back-end, on a encore des instances EC2 par client, mais par contre, cette partie upstream nous a permis de regrouper tous nos clients sur le même front. Donc, on s'est appuyé énormément sur l'Active Directory et des systèmes de GPO qui nous permettent de configurer à la volée les instances upstream. Et c'est ainsi qu'on a un ERP qui est devenu un peu hybride puisque la partie front devient multi-tenant. Petite illustration très rapide du parcours utilisateur quand il se connecte sur Upstream. Donc ici, ça va être le portail d'accueil et de connexion de l'utilisateur qui est proposé par le système AWS Identity Center. Donc l'utilisateur se log avec un login et un mot de passe de manière très classique. Et en quelques secondes, il accède à l'ERP Onaya dans son navigateur. Et il arrive même dans l'ERP authentifié directement. Et il peut travailler. Donc là, on est sur un mode d'utilisation d'Upstream en mode application seulement et pas desktop, parce qu'il y a les deux manières de l'utiliser, Upstream. Le mode desktop, donc, qui présente le bureau complet à l'utilisateur, l'environnement Windows, etc. Nous, on n'avait pas besoin de tout cet environnement-là, et donc on s'est contenté de proposer le mode application, ce qui fait que l'utilisateur il peut passer en plein écran, il n'a que l'ERP à utiliser.
Il a l'accès à quelques fonctionnalités. Vous voyez tout en haut une sorte de barre d'outils qui est proposée par AppStream, dans laquelle on va retrouver des fonctionnalités intéressantes. Certaines, c'est vraiment du réglage, mais d'autres qui peuvent être un peu assez utiles. La gestion du double écran, par exemple, la gestion des transferts de fichiers, etc. La suite, évidemment, pour nous, c'est un peu le début d'un long chemin, mais dans les prochains mois, on va étudier quand même la possibilité de changer de fournisseur d'identité. Donc aujourd'hui, c'est le IAM Identity Center. Pour des raisons d'évolutivité, même de personnalisation, peut-être qu'on pourra proposer une alternative à nos clients. Pour l'instant, ça rend très très bien le service, c'est très efficace, mais ce sera peut-être un des sujets qui va arriver. Maintenant que le RP est implanté dans le cloud AWS, on imagine fortement de migrer la base de données de l'ERP vers une base de données managée AWS. Le fait de pouvoir maintenant regrouper dans une même infrastructure globale l'ensemble de nos clients donne des perspectives, peut-être en termes d'IA. On a, je pense, intérêt à s'y intéresser maintenant pour proposer des nouvelles fonctionnalités à nos clients. Et puis, c'est vrai qu'une fois qu'on a mis un pied dans le cloud AWS, on se dit qu'il n'y a plus trop de limites, à part notre imagination. Voilà. Je redonne la main à Thomas. Merci beaucoup, Sébastien. Bravo. Merci, Sébastien. Donc, je reprends la parole, mais c'est juste très rapide. Si vous avez la volonté de tester nos services, que ce soit Workspace ou AppStream, on a ces deux ateliers qui sont des pas à pas techniques pour créer des environnements dans votre compte AWS. Donc, n'hésitez pas à tester. Et vous pouvez venir nous voir à l'issue de la session pour discuter de planifier ensemble des ateliers ensemble. Ce sera avec plaisir qu'on pourra organiser cela. On vous remercie avec Laurent et Sébastien. Merci pour votre écoute. On sait que c'est les quelques minutes avant le cocktail, donc merci d'être venu, d'avoir pris le temps de venir à cette dernière session. On espère que vous avez passé une bonne journée. N'hésitez pas à nous donner aussi le retour sur la session. C'est uniquement pour Sébastien, pour qu'il puisse revenir l'année prochaine. Non, merci à tous pour votre écoute. Merci.